Panthère Cosmique, le podcast de la médiathèque Françoise Sagan. On ne veut plus compter les mortes. Mariette, battue puis étranglée par son mec. Leur haine, nos mortes. Elle le quitte, il la tue. Stéphanie, 22 ans, poignardée à 5 reprises. Chantal, 72 ans, tuée dans son sommeil par son mari. Maureen, 28 ans, battue à mort par son mec. Aux femmes assassinées, la patrie indifférente. Céline, défenestrée par son mari. On ne tue jamais par amour. On ne tue jamais par amour. On ne tue jamais par amour. Féminicide, arme de destruction machiste. Mon corps n'est pas responsable de ta violence. Monique, tuée à coups de fusil par son mari. Par son mari. Nous sommes la voix de celles qui Nous sommes la voix de celles qui n'en ont plus. Le 22 mars 2023, la médiathèque accueillait Christelle Tarot pour parler du livre qu'elle a dirigé aux éditions de la Découverte, Féminicide, une histoire mondiale. Une mise en perspective préhistorique, donc qui va du paléolithique au néolithique. Et puis ensuite, 7 parties thématiques qui couvrent tout ce que j'appelle le continuum féminicidaire, qui est un nouvel outil forgé exprès pour éclairer en fait cette très longue dynamique et qui donc structure le livre en 7 grandes thématiques. La première, ce sont les chasses aux sorcières. La seconde, c'est l'esclavage et la colonisation comme féminicide, parce qu'en fait, les deux choses sont liées. La troisième partie, c'est comment est-ce qu'on passe des meurtres individuels, donc des fémicides, aux meurtres de masse, donc les féminicides. La quatrième partie, c'est interroger les féminicides par le prisme des masculinismes. Qu'est-ce que c'est le masculinisme ? La cinquième partie, et c'était pour moi la plus compliquée à organiser et à documenter, mais qui est la partie sur les féminicides au sein des génocides. La sixième partie, c'est une partie qui va des diktats de beauté, donc qui éclaire ce qu'on voit le moins en général dans le continuum féminicidaire, qui est le moins questionné, le moins interrogé. Donc les diktats de beauté, les mutilations globales, qui peuvent être évidemment, ça c'est évident, les mutilations sexuelles, mais pas seulement. Et puis, ça va jusqu'à ce que j'ai appelé les annihilations identitaires, c'est-à-dire en fait comment les femmes sont dans l'histoire réduites en tant qu'individus. Comment est-ce qu'on empêche les femmes d'être des individus à part entière ? Quels sont les processus, les dispositifs qui font que dans nos sociétés du passé, comme souvent dans nos sociétés du présent, les femmes n'existent pas à égalité en tant qu'individus ? Donc ça, c'est une partie qui est pour moi absolument fondamentale. Qui va de la poupée Barbie à la beauté canonique blanche et comment est-ce qu'elle a été remise en cause chez les femmes, jusqu'aux problèmes historiographiques, épistémiques, la question de la langue, la question de la néantisation des femmes dans l'histoire de leur propre pays et donc dans l'histoire de l'humanité, etc. Donc c'est une partie qui couvre beaucoup de choses finalement qui sont pour certaines très discutées, mais pour d'autres pas du tout. Et puis enfin, la dernière partie qui pose la question de savoir qu'est-ce que serait un monde sans femmes, qui est organisé autour de l'introduction de Gita Aravamudan. C'est une très grande journaliste indienne, mais indépendamment de cela, c'est la première journaliste à avoir investigué la question des féticides de masse en Inde à la fin des années 70 et au début des années 80. C'est-à-dire que confrontée en fait à ce qu'était exactement cette politique étatisée de féticide de masse en Inde, Gita a alerté la société indienne, le gouvernement indien, l'État indien sur le drame qui était en train de se jouer et qui de fait se joue encore et même ça s'aggrave. Ce faisant, en fait, elle a couvert non pas seulement la situation indienne, mais en fait la situation d'un autre grand pays qui est la Chine. Et plus largement, en fait, puisque en Inde, c'est des féticides de masse, donc des filles qui sont tuées in utero. En Chine, ce sont des politiques d'infanticide étatisées, c'est-à-dire qu'on laisse les petites filles naître, mais on les tue dès la naissance. Ça a conduit, et ça conduit encore, au fait que sur le continent asiatique, 200 millions de filles ne sont pas nées. 200 millions. J'attire votre attention sur l'effet d'échelle, qui est juste sidérant. Quelle partie de l'humanité pourrait tolérer
cela, à part les femmes. 200 millions de personnes. Ce sont des chiffres tout à fait officiels, cumulés bien sûr. Ça ne s'est pas passé hier. Ça se passe depuis des décennies. Mais en cumulé, le chiffre auquel on arrive en modélisant cela, c'est depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, 200 millions de filles ne sont pas nées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et je termine là-dessus. Ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la démographie mondiale est déséquilibrée. Parce que nous parlons des pays les plus peuplés du monde. De facto, ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire commune de notre humanité, il y a moins de femmes que d'hommes, alors que, entre guillemets, la nature fait bien les choses. En gros, un peu partout, il y a 105 à 106 garçons qui naissent pour 100 filles. Pourquoi ce petit décalage ? C'est en fait parce que du fait de la construction de la masculinité hégémonique, les garçons sont éduqués à des pratiques à risque quasiment constantes. Donc ils meurent beaucoup plus. Et donc l'équilibre se fait à peu près autour de 23-26 ans. À ce moment-là, les filles deviennent plus nombreuses. Le corps d'une femme et son utérus sont à mes yeux le don le plus important de la nature à l'humanité. Mais dans la plupart des cas, celle-ci ne dispose d'aucune autonomie et n'a de contrôle ni sur l'un ni sur l'autre. En effet, l'espace intérieur le plus sacré de la femme, son utérus, est également le plus ravagé. C'est là que les blessures de la misogynie sont d'abord infligées, et là aussi qu'elles sont le plus apparentes. C'était un extrait de la dernière partie du livre « Un monde sans femmes, sexe, ratio et féminicide » par Gita Aravamudan. Ce qui amène Gita, parmi bien d'autres lanceuses d'alerte, à poser la question « Un monde sans filles, est-il possible ?» Et donc la partie 7 se termine là-dessus en parlant de l'ensemble du spectre, parce que quand une fille ne naît pas, qu'est-ce que ça fait aux autres ? On pourrait imaginer que la rareté des femmes les privilégie, n'est-ce pas ? Théoriquement, on pourrait se dire ça. Elles sont rares, c'est un bien précieux, donc elles vont être privilégiées. Pas du tout, évidemment. Quels sont les effets collatéraux de cela ? Eh bien, on voit se massifier les mariages forcés, les mariages précoces, les kidnappings de petites filles. Il y a bien sûr la polyandrie forcée. Dans certaines parties d'Inde, par exemple, on va acheter une femme pour tous les hommes de la famille. Et on a bien sûr le lot commun de traite des êtres humains, d'esclavage sexuel, de prostitution forcée. Et tout le marché matrimonial est impacté. C'est pour ça que le dernier article du livre, qui parle en fait du trafic des femmes Rohingyas dans le marché matrimonial, parce que comme elle l'exemplifie, elle dit finalement une femme Rohingya, c'est pas cher. C'est beaucoup moins cher qu'une femme du Bangladesh, du Cachemire, d'Inde ou du Pakistan. Et puis, évidemment, elle ne peut pas avoir les mêmes exigences que les autres. Dans son introduction à l'ouvrage, Christelle Tarot nous dit « Le féminicide n'est pas une anomalie. Il est le symbole d'un système de domination très ancien qui repose sur la banalité, mais aussi l'impunité des violences faites aux femmes et des crimes de haine à caractère sexiste perpétrés contre elles. Ainsi, comme le souligne la poétesse et anthropologue nigériane Ifi Amadioumé, la tolérance au sexisme et aux comportements machistes, y compris par les femmes elles-mêmes, est sans commune mesure avec d'autres formes de discrimination. Ces discriminations genrées ne recouvrent pas uniquement les préjugés sur les femmes et les conditions socio-économiques inégalitaires qu'elles subissent, ce que l'on constate presque partout et à toutes les époques, mais forment un système de violence si ancré, si incorporé, si intégré, aussi bien individuellement que collectivement, qu'il finit par être transparent, impensé, tabou. Ce système, c'est le patriarcat. Selon l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime, 47 000 femmes et filles dans le monde ont été tuées par leur partenaire intime ou un membre de leur famille en 2020. Une toutes les 11 minutes. Féminicide, c'est un concept qui est né dans un contexte très particulier qui est celui de la zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique.
Cette zone est une des zones les plus abominables du monde, qui malheureusement en compte beaucoup. Pourquoi est-ce que c'est l'une des zones les plus abominables ? Parce que sur cette bande de terre, on retrouve cumulés toute une série des problèmes les plus graves que l'humanité rencontre. C'est d'abord une zone de capitalisme extrême. Sur cette zone se sont installées toute une série d'usines qui sont des usines de sous-traitance, ce qu'on appelle en espagnol des maquiladoras, dans lequel travaillent essentiellement des femmes parce que ce sont des usines de production de petites pièces. Or, dans toute l'histoire industrielle, ici comme ailleurs, quand on dit petites pièces, on dit petites mains, et quand on dit petites mains, on dit main-d'œuvre féminine. Donc ce sont des usines dans lesquelles travaillent essentiellement des femmes pauvres, des femmes issues des régions rurales et souvent des femmes issues des communautés autochtones. Et donc sur toute la zone, à partir du début des années 90, des femmes disparaissent. Au départ, c'est un acte isolé. Enfin, on suppose que c'est un acte isolé parce qu'il y a une femme qui disparaît dans telle ville de tel endroit, puis une autre dans telle ville de tel endroit, et puis une autre dans telle ville de tel endroit. Et les gens ne font pas les liens entre. Pour qu'on connecte en fait ces disparitions d'abord ensemble, il faut plusieurs choses. Il faut que, les familles commencent à se rendre compte que précisément ce n'est pas un acte isolé et on demande des comptes aux autorités, en particulier à la police, qui ne fait rien. Et parce que la police ne fait rien, les familles se regroupent en comité et elles commencent à alerter les journalistes, en particulier les femmes journalistes, qui commencent à investiguer. Et l'investigation des femmes journalistes entraîne immédiatement un travail avec les chercheuses féministes. Et c'est quand cette triangulation s'opère qu'on comprend que ce n'est pas du tout des actes isolés, mais que c'est un phénomène évidemment sociétal. Et on commence à chercher les femmes sérieusement cette fois-ci. Et en les cherchant sérieusement, on en trouve. Et on en trouve beaucoup. C'est-à-dire des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de femmes qu'on va retrouver mortes, mais pas seulement tuées, elles sont systématiquement surtuées. Et le surmeurtre est très important pour la qualification du féminicide. Dans cette conversation triangulaire, à un moment, une chercheuse féministe qui s'appelle Marcela Lagarde de los Ríos, qui est aussi une grande femme politique mexicaine, qui a permis, par exemple, que le féminicide entre dans la loi au Mexique, ce qui n'est toujours pas le cas ici, je ferme la parenthèse, eh bien, elle dit « Ce qui se passe en ce moment au Mexique est sidérant. Rien de ce que nous avons comme outil pour comprendre cela n'existe. Il faut donc forger un autre concept. » Et elle va donc créer ce concept de féminicide. Et pour elle, quand elle qualifie le féminicide, elle dit « Le féminicide, c'est forcément 4 choses. » Le féminicide, c'est d'abord un crime collectif, et donc pas un crime individuel. Donc ce que nous qualifions de féminicide, en fait, pour elle, est un fémicide. C'est un crime de masse, parce que c'est pas une femme qui est tuée isolément, c'est des dizaines, des centaines et des milliers, probablement plus d'ailleurs, puisque un nombre très conséquent de femmes n'ont jamais été retrouvées. Donc c'est un crime collectif, c'est un crime de masse, c'est un crime d'État, dans le sens où aussi bien le travail des chercheuses que des journalistes montrent que l'État et ses agents participent en fait de la violence féminicidaire, en particulier la police, et qui travaillent souvent avec les cartels de la drogue, donc avec ces fraternités masculinistes ultra agressives qui mettent de manière extrêmement puissante la société mexicaine en tension. Et enfin, dit-elle, et c'est ça qui est le plus provocateur à l'époque, elle dit c'est un crime à tendance génocidaire. Et alors là, pof, pavé dans la mare. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par génocidaire ? Et elle s'en explique. Elle dit, pour tuer quelqu'un, on n'a pas besoin de le surtuer. Le surmeurtre n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que c'est le surmeurtre ? Ça veut dire que presque toutes les femmes qui ont été retrouvées ont été victimes de violences sexuelles et de viols post- ou pré-mortem. Qu'elles ont été victimes de mutilation de l'appareil sexuel et génital post- ou pré-mortem. Qu'elles ont été démembrées post- ou pré-mortem. Et qu'enfin, leur corps a subi un certain nombre de profanations post- ou pré-mortem. Et donc, Marcela Lagarde nous dit, tuer, très bien, surtuer, ça dit autre chose. On ne s'attaque pas seulement à des corps physiques, en fait, on s'attaque à autre chose. Et qu'est-ce que c'est cette autre chose auquel on s'attaque ? C'est à l'identité des femmes en tant que femmes, c'est-à-dire aux femmes en tant qu'univers et même en tant que peuple. Ce faisant, c'est une attaque génocidaire.
puisque évidemment, le génocide, c'est détruire en totalité ou en partie une catégorie sur un critère précis. Et elle dit, les femmes à Ciudad Juárez et sur l'ensemble de la zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique sont attaquées, exécutées, détruites, elle emploie le terme de destruction, elles sont détruites en raison de leur genre. Compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas.